L'avenir du Congo s'écrit et s'inscrit dans une logique de la jeunesse. La jeunesse congolaise, c'est 60% de la population, si ce n'est plus. La jeunesse congolaise aujourd'hui doit occuper sa place, toute la place. La génération des années 60, 70, 80 est en train de céder la place. Il faut maintenant permettre à cette jeunesse congolaise de prendre ses responsabilités et surtout commencer à comprendre comment rendre ce pays plus viable, plus rentable et surtout indépendant, ces grands Congo qui depuis 1885 est toujours au milieu des disputes des grandes nations. Aujourd'hui, nous allons réserver cette émission spéciale parce que je vais la coproduire avec mon frère et aimé, ami, qui vous allez découvrir et vous les découvrez déjà juste derrière moi. Cette émission, on va la consacrer à la jeunesse congolaise avec un jeune qui aujourd'hui s'occupe de la jeunesse de son parti, le PPRD, mais au-delà, le FCC. On va essayer de lui accorder l'espace d'expression, lui poser des vraies questions pour qu'il puisse s'exprimer, mais également nous donner des directives par rapport à ce qu'il compte faire avec ses collègues du parti, ses camarades du parti, mais aussi la jeunesse congolaise au sens large. Voici l'invité, c'est Serge Kadima, qui est le président de la jeunesse du PPRD. Bienvenue. Merci. C'est un grand plaisir. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, merci. Voilà. Prenez place. Merci. Avec... bonjour Willy. Bonjour Jean-Marie. Avec mon ami et frère complice de tout le temps, cette émission exceptionnelle, nous l'avons programmée pour essayer de donner la place, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la jeunesse congolaise. Elle est attendue à travers le monde. J'ai souhaité que Willy Kalengai soit celui qui va poser toutes les questions relatives à l'économie. Et moi, je vais me réserver un peu quelques questions d'organisation politique, etc. sur vous. Dans cette émission, nous allons vous découvrir, savoir un peu qui êtes-vous, votre parcours, mais également voir un peu dans ce qu'on appelle la jeunesse congolaise, qui est jeune, qui n'est pas jeune. Est-ce que vous allez bien d'abord? Je vais très bien, je Kassamba. Est-ce que vous allez affronter cet exercice avec appréhension ou vous êtes prêt pour répondre à toutes les questions qu'on nous aurait la possibilité de vous poser? Non seulement je suis prêt pour répondre aux questions que vous allez poser, je voulais quand même dire que c'est un honneur parce que vous faites partie de la génération de la classe politique qui est en train de sortir. Vous êtes des grands journalistes. Au jour d'aujourd'hui, M. Kalengai, M. Jean-Marie Kassamba sont des grands journalistes en République démocratique du Congo. Donc, être en face de vous, et je vais essayer de fournir un effort pour répondre aux questions que vous allez poser. Et j'ose croire que je pourrai satisfaire l'opinion. Merci beaucoup. Willy? Merci Jean-Marie, surtout de m'associer à JMK Today, mais surtout aussi de donner la parole à la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de transférer vers une nouvelle génération le peu que nous avons accumulé, parce qu'en réalité, notre génération, Jean-Marie, nous n'avons pas réussi à traverser ce pays vers le devant. Maintenant que les jeunes sont là, avant que leur donne le flambeau, il faut les secouer un peu pour savoir qu'est-ce qu'ils valent réellement. Et ce sera un bon plaisir de poser des questions à Serge Kadima. Merci beaucoup. Alors vous qui nous regardez à travers le monde, vous avez la possibilité également de nous transmettre des questions. Vous avez les numéros de téléphone qui vous sera rappelé tout à l'heure, mais tout le monde le connaît déjà, ces numéros de téléphone. Vous pouvez transmettre donc ces questions qu'on va pouvoir poser à notre invité du jour. Je rappelle qu'il est le président de la jeunesse du PPRD et au-delà du FCC, mais il est d'abord congolais et donc il parlera aussi au nom de la jeunesse congolaise et de la jeunesse africaine qui aujourd'hui essaie de s'implanter, s'imposer dans cet environnement international. Alors pour savoir un peu qui est notre invité, nous avons concocté un portrait de l'invité du jour. On le découvre ensemble et puis juste après, on va commencer les questions-réponses. Serge Kadima Louabeya
président national de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie et détenteur d'un master en gestion en Chine et d'un diplôme de licence en administration des affaires à l'Université protestante au Congo. C'est en 2001, après la prestation de serment du président Joseph Kabila, qu'il va adhérer à la vision politique du président honoraire. Après la création du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Nestor Diangwana va le recruter pour rejoindre ce parti. Si ma mémoire est bonne, c'est depuis 2005, quand j'étais secrétaire général adjoint du PPRD, j'ai vu un jeune homme assez dynamique, fervent, avec beaucoup de ferveur, qui voulait adhérer au parti, beaucoup plus en octobre 2019. À la première matinée d'évaluation que nous avons réalisée à Lubumbashi, post-électorale, que nous avons réalisée à Lubumbashi, la providence a fait que nous nous retrouvions dans une même, je ne sais pas si commission ou sous-commission, et j'ai lu chez Serge Kadima ce lien qui est très nécessaire pour le parti politique. Les liens entre la politique et la volonté de mettre en place un idéal pour le développement, pour la bonne gestion de la chose publique. Et parce qu'au niveau de cette évaluation, l'évaluation que nous avons faite justement à Lubumbashi, il était question de voir comment le PPRD qui venait de perdre le pouvoir suprême, comment il pouvait s'adapter à cette nouvelle donne. Et les idées dans notre commission que partageait Serge, d'ailleurs, beaucoup la commission, les rapports que nous avons réalisés au niveau de notre commission, c'était beaucoup plus avec ces idées. En tout cas, je trouve que Serge Kadima, il est vraiment à la place qu'il faut pour gérer la jeunesse kabiliste, la jeunesse du PPRD. Et nous pensons qu'au niveau national, il joue un rôle très très important. Il va permettre, avec son dynamisme, avec ce qu'il a l'habitude de faire, je crois fermement, et j'ai la grande conviction que Serge peut nous aider à faire passer un message à la jeunesse. Déjà en 2002, le jeune étudiant visionnaire, il va implanter l'antenne PPRD dans son université, l'UPC. Assidu et déterminé, Kadima va devenir rapidement le chargé des relations publiques du parti de Joseph Kabila dans les districts de Moamba. Serviable, Serge Kadima sera nommé assistant en charge de la mobilisation de Nestor Diangwana, directeur adjoint de campagne de Joseph Kabila lors de la présidentielle de 2006. J'ai connu le président Serge Kadima, si je ne me trompe pas, dans les années 2007, 2008. C'est quelqu'un de très énergique, c'est quelqu'un de très volontariste et qui a un franc-parler. Aujourd'hui, quand je le vois à la tête de la Ligue des jeunes du parti, près de 13 ans après, je crois que c'est un des produits purs que le parti a pu produire et qui fait la fierté de la jeunesse congolaise aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a sans doute un avenir bien tracé parce qu'il a des convictions, il sait les défendre, il a des valeurs qu'il porte et qu'il n'a pas honte d'étaler malgré l'adversité sociologique actuelle et politique actuelle. C'est quelqu'un avec qui il faut compter, qui a le sens de l'amitié, qui a le sens de la loyauté et c'est un ami avec qui on peut toujours compter. Après avoir terminé ses études supérieures avec brio, il sera engagé à l'Office congolais de contrôle comme secrétaire particulier du président du conseil d'administration, Nestor Diangwana. Il continue jusqu'à ce jour de rendre de loyaux services à la nation congolaise via cette entreprise publique. En témoigne l'ancien directeur général de l'OCC. Un jeune poli, intelligent, qui n'avait pas de problème avec ses collègues, qui voulait savoir l'OCC c'est quoi, parce qu'il ne suffit pas de terminer les études, il faut aussi s'appliquer au travail. Il travaille avec ses collègues au conseil d'administration. Il sera ensuite désigné chargé de l'idéologie et de la formation au sein du parti, dont le Moamba. Pour rendre l'utile à l'agréable, le PPRD lui envoie en formation en Chine grâce à une bourse d'études offerte par l'ancien secrétaire général du parti, Évariste Bouchab. Serge Kadima va obtenir un master en gestion dans 2 ans. Son passage dans ce pays des Mao Tse-tung va lui permettre de découvrir le secret des développements de la Chine, basé essentiellement sur la discipline, la loyauté et la fidélité envers le pays.
À son retour au pays en 2012, il va s'envoler encore afin de poursuivre plusieurs formations via le parti aux ANAPEF et au Zimbabwe, sans oublier celle du CNDD et FDD du Burundi et d'autres partis amis du PPRD en Afrique. Les valeurs apprises lors de ses différents périples, notamment en Chine et au Burundi, ainsi que ses nombreuses qualités, vont propulser cet économiste tant dans sa vie professionnelle que politique. En 2013, cet homme de conviction sera nommé rapporteur général de la Ligue des jeunes du PPRD et communicateur attitré de la majorité présidentielle. Il sera parmi les initiateurs de cette structure avant d'atteindre son sommet. Son prédécesseur, Patrick Kanga, est fier de lui. Serge Kadima, je le connais il y a près de 10 ans, lorsqu'il était en formation en Chine pour faire son master en économie. C'est un homme de beaucoup de talent, un bon économiste, un homme qui est assez rigoureux en termes de gestion. Nous avions pensé réformer la jeunesse de notre parti, ensemble. Et Serge, à l'époque, était parmi les personnes qui avaient initié cette idée, les jeunes cadres du parti. Donc des jeunes qui ont une certaine compétence, mais qui ont aussi le sens du militantisme. J'ai commencé ce travail, Papi Pungu l'a certainement amélioré, et Serge est en train de le consolider. Loyal, Serge Kadima sera élevé au poste de vice-président de la Ligue des jeunes de ce parti en avril 2018. Discipliné et constant, il va devenir le porte-parole du candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari. En octobre 2019, cet ancien du Sheds, Collège de hautes études et des stratégies, sera président national de la Ligue des jeunes du PPRD avant de devenir en 2020 communicateur de la jeunesse du Front commun pour le Congo. Ténace, Serge Kadima Luabeya est toujours prêt à offrir ses compétences et attitudes en gestion, économie et finances publiques au gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux organismes internationaux. Alors, quand on regarde votre portrait, Serge Kadima, on a l'impression que vous êtes un peu précoce. Précoce en termes d'assurance, avec un long parcours depuis 2001, que Joseph Kabila est là. Vous avez parcouru étape par étape, en quelque sorte, les échelons de ce parti, le PPRD. Question beaucoup plus directe. Est-ce que vous vous sentez bien au sein du PPRD ? Oui, je suis à l'aise parce que je suis ces témoignages-là pour le PPRD d'aujourd'hui. Ces témoignages, pourquoi? Parce que le président Kabila, en 2001, lorsqu'il perd serment, je suis en premier graduat à l'Université protestante au Congo. J'ai été séduit par le courage de l'homme. À 29 ans, je vois un président qui prenait le courage, alors que le débat chez tout le monde, c'est que comment il allait s'en sortir avec un pays qui était divisé en 4. Mais j'avais retenu 3 choses de fondamentales qu'il avait promis. Le président Kabila a promis de réunifier le pays, de reconstruire le pays, de démocratiser le pays. Aujourd'hui, les 3 choses que le président avait promis, il les a réalisées. Ce qui fait que je ne peux que vous rassurer que je suis fier d'être au PPRD parce que je suis dans un parti politique qui a un leader, qui est le président, qui a l'essence du respect de la parole donnée. L'essence du respect de la parole donnée. De la parole donnée. Mais il a respecté quoi? Le président Kabila, il devient président de la République en 2001. Il trouve un pays divisé, comme je l'ai dit, avec des belligérants de part et d'autre. Le président Kabila a 29 ans. Il accepte une formule qui n'a jamais été acceptée au monde, de partager l'espace présidentiel avec les belligérants au nom de la paix. Avant cela, il a pris l'engagement sur l'accord sur les retraits des troupes burundaises sur le sol congolais. Tout ce qu'il a pris comme engagement, il les a respectés en 2001. 2 ans après, c'est-à-dire en 2003, contre la volonté de ses collaborateurs, je peux les citer, le feu Yerodia, Moïse Nkongolo et les autres patriarches qui étaient à côté de lui, s'il faut les appeler ainsi, ils se sont opposés. À quoi? Lui, il a dit, accepter de négocier avec les autres, accepter de céder les privilèges, le faveur, l'espace présidentiel avec les autres pour avoir la paix et réunifier le pays. Nous sommes allés à Sand City. Il l'a fait pour la paix. Au nom de la paix, il l'a fait. Et tout ce qu'il a pris comme engagement à Sand City, il les a respectés. C'est-à-dire
le président Kabila, la finalité de Sun City, c'était d'organiser des élections. Le président Kabila a reconstruit ce pays en mettant les fondamentaux d'un État. Le président Kabila, en 2001, il devient président de la République. Il trouve un cadrage macroéconomique inexistant. Le président Joseph Kabila, par le courage, il a demandé à son gouverneur de la Banque centrale de l'époque, au ministre des Finances de l'époque, d'aller négocier avec la communauté financière internationale. Je fais allusion à la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui sont les institutions de Bretton Woods, pour renouer des rapports, des relations économiques. Parce que nous n'étions plus en programme formel avec la communauté financière internationale. C'était pour casser l'hyperinflation. À l'époque, nous avions un taux d'inflation de 360%, ce qui n'a jamais existé au monde. Un pays qui n'était plus crédible. Le président Kabila, par les choix courageux, il nous a crédibilisés vis-à-vis de l'extérieur. Parce qu'il tenait à la souveraineté, il tenait au bonheur et à l'amélioration du vécu quotidien de la population. Il a cassé l'hyperinflation, il a constitué le cadrage macroéconomique. C'est à partir de 2001, lorsqu'il trouve que nous avions un taux de croissance négatif qui était à moins 2%, le président Kabila a reconstitué les fondamentaux. Avec Sun City, il a tout fait. Nous avons une constitution qui est la résultante de l'expression populaire exprimée lors des derniers référendums. Et grâce à cette constitution, qui est la volonté du président Joseph Kabila, nous avons des institutions démocratiques. Qui sont-elles? Nous avons l'institution président de la République, le Parlement, nous avons le gouvernement, les cours et tribunaux. C'est l'œuvre du président, ce sont les œuvres du président Joseph Kabila. Il a respecté cela. Après tout ce qu'on a décidé ou défini à Sun City, il a partagé l'espace présidentiel où nous avions eu les différents belligérants. Ils ont pris tout ce qu'on a appelé les responsabilités régaliennes. On a donné au RCD la défense. Le MLC a pris le finance. Le feu Azarias, Zaïd Ngoma a pris tout ce qui était socio-culturel. Et nous avons gardé la reconstruction. Ensemble, le président Kabila, en privilégiant la cohésion nationale, en privilégiant l'intérêt du pays, nous avons travaillé dans l'esprit de Sun City pour mettre en place ce que nous nous sommes convenus à Sun City. Il l'a fait. Il a organisé le premier cycle électoral. C'était une leçon qu'il a administrée à plusieurs générations. Alors, c'est très gentil. J'ai vu, Willy, qu'il y avait juste, je pense, déjà des questions. Deux petites questions, M. Serge Kadima. Vous dites que le président Kabila, en 2001, a accompli ce qu'il avait promis. Mais entre les promesses d'un président et les attentes du peuple, il y a souvent des différences. Le peuple attendait le développement, mais le développement n'est pas venu. Nous sommes toujours un pays des plus pauvres aujourd'hui. Le président Kabila a fait 18 ans. Après cette promesse-là de 2001, il s'est passé 18 ans. Nous sommes toujours un pays pauvre. Nous avons... les attentes du peuple, c'était d'accéder au minimum vital. Le peuple est toujours sous le seuil de la pauvreté. Alors, ma question est celle-ci. Vous êtes un jeune, certes, mais un jeune, vous regardez dans le passé ou vous regardez dans l'avenir? Si votre conviction, votre force doit être puisée dans le passé, même si le passé est récent de 18 ans, vous ne pensez-vous pas que vous êtes un peu plus vieux que vous ne le paraissez? Merci beaucoup, M. Kalingay, pour cette préoccupation qui me permet quand même de rebondir et d'expliquer, de contextualiser les choses. Nous l'avons dit pourquoi? Parce que sans les cadrages macroéconomiques, on ne peut pas planifier le développement de ces pays. On ne peut rien planifier si on n'arrive pas ou n'est pas arrivé à stabiliser le cadrage macroéconomique, qui est le socle du développement. Si je suis en train d'évoquer toutes les réalisations du président Joseph Kabila sur 18 ans, c'est pour permettre à l'actuel pouvoir de se baser sur les fondamentaux que le président Joseph Kabila a laissés, parce que lorsque l'actuel pouvoir arrive, le président Joseph Kabila fait la remise et reprise avec le président Tshisekedi. Il lui donne un héritage. Le président Joseph Kabila, quand il prend le pouvoir, il n'a pas trouvé de réserves de change, il n'a pas trouvé de matelas financiers dans ce pays. Mais le président Joseph Kabila permet au président Tshisekedi, il lui laisse le fondamental, il lui laisse les réserves de change de 1,2 milliard de dollars. Ce sont des choses que le président Kabila a fait et il a réalisé. Ça, c'est du congrès. Alors, le président Joseph Kabila, nous avons suivi sur Top Congo. La Chine s'est prononcée sur les 2 milliards de disponibles dans le cadre du programme Sinon Congolais, que le président Kabila laisse à la personne qui l'a remplacé. Alors que nous avons connu une crise en 2016. Tout ceci, je le montre pour vous montrer le leadership. Le leadership ne se plaint pas. Le leadership agit. Le président Kabila a connu des crises.
notamment la crise de 2016, qui était liée au fait qu'il y avait baisse des matières premières sur le plan international, la crise du secteur pétrolier. Mais cela n'a pas empêché au président Kabila, 2 ans après, c'est-à-dire en 2018, d'organiser des élections sur fonds propres. Alors, s'il n'y avait pas un travail qui était fait en amont, ça allait être difficile pour nous de construire. Et aujourd'hui, nous sommes là. Je suis en train d'évoquer cela pourquoi? Entre autres parce que je suis en train de voir qu'au lieu que nous puissions construire l'avenir, les gens sont en train de vouloir nous ramener dans les habitudes que nous avons combattues. Les habitudes. Non, j'ai suivi les responsables de l'UDPS dire qu'il n'y aura pas élection en 2023, tout simplement parce qu'il y a eu la crise de la Covid qui a duré 3 mois ou 4 mois. Je vais rappeler qu'en 2008... N'oubliez pas aussi qu'en 2016, on a aussi connu un glissement. Les faits sont tels que... Écoutez, on peut aussi reporter. Monsieur Kalenga, je pense que parce que de 2016, on a fait les élections en 2018. Le président Kabila a quand même accepté des glissements de 2 ans. Monsieur Willy Kalenga, comparaison n'est pas raison. Dans ce cas ici? Non, c'est pas raison. Je vais vous donner un cas qui va vous étonner. Je vous dis que le leadership ne se plaint pas. Le leadership agit. Et le président Joseph Kabila avait ces leaderships-là qui agissaient. Le président Joseph Kabila, en 2008, dans ces pays, nous avons connu la crise américaine, la crise des subprimes. Cette crise a eu des répercussions sur le monde entier. Et nous avons vécu cela. En 2010, nous avons eu encore la crise de l'Union européenne, la récession économique, qui a aussi un impact sur notre économie. Et n'oubliez pas que les blocs de l'Union européenne nous servent beaucoup en termes d'importation, d'exportation pour ce qui concerne l'Union européenne qui viennent vers ici. Mais ça n'a pas empêché au président Joseph Kabila de respecter les timings d'organiser les élections en 2011. Monsieur Kadima, si je peux poser la question en complétant ce que Louis Kalenga a dit, les gens qui disent que Joseph Kabila n'a rien fait en 18 ans, il a détruit plus le pays, les entreprises, l'administration. Vous dites il a fait un certain nombre de choses, mais d'une manière schématique, sur le plan politique, qu'a-t-il fait? Sur le plan économique, qu'a-t-il fait? Et sur le plan social, il a fait quoi? Merci beaucoup pour l'opportunité. Le président Joseph Kabila, c'est peut-être aussi notre faute, nous le PPRD, nous le Front commun pour le Congo. On n'a pas suffisamment communiqué sur les réactions du président Joseph Kabila. Nous avons laissé une minorité d'opinion, particulièrement de l'opposition, évoquer ce que le président Joseph Kabila n'a pas pu faire. Sur le plan politique, la mise en place des institutions de manière démocratique, c'est aussi quelque chose de fondamental. Le président Joseph Kabila nous a permis d'avoir les institutions de manière démocratique. Sur le plan économique, je vous ai dit que notre pays n'était plus en contact formel avec la communauté financière internationale. Le président Joseph Kabila nous a permis cela. Il a cassé l'hyperinflation. C'est à partir de 2001 que nous avons commencé à connaître la croissance dans ces pays. Pour la première fois, sur 18 ans, à la fin de cette année, je vous informe déjà que nous allons connaître une récession, c'est-à-dire une croissance de moins de 2%. Donc vous allez dire que depuis 2001 jusqu'à 2018... On n'a jamais connu une récession négative. Jamais. On n'a jamais connu un taux de croissance négatif. Je vous dis, lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, nous avions un taux d'inflation de plus de 360%. Le président Joseph Kabila, en 2014, président de la République, il a fait... Et nous avions atteint un taux de croissance de 9,5%. Alors que la moyenne africaine était de 3%. Ce sont des réalisations. Parce que peut-être que les gens ne comprennent pas, je dois quand même définir c'est quoi la croissance. La croissance veut dire l'accroissement soutenu des richesses d'un pays. C'est-à-dire que depuis que le président Joseph Kabila est là, nous avons enregistré un accroissement de nos richesses. Mais Julie Kalenga a dit que le peuple est toujours pauvre. Ce qui est vrai, sur 18 ans, au regard de la situation que nous avons trouvée, le pays était désarticulé. Le président Kabila a construit le pays, il a mis les fondamentaux, il a créé des bases qui permettent au pouvoir actuel de spéculer aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé des fondamentaux, parce qu'ils ont trouvé un travail qui a été fait. On a parlé de beaucoup de projets. Nous disons modestement que le président Kabila n'a pas atteint l'idéal. Le président Kabila reste un modèle pour l'Afrique dans beaucoup de choses, même sur le plan démocratique. Le président Kabila a eu le courage d'organiser les élections sur fonds propres, sans l'appui de la communauté internationale. Et parce qu'il tenait à ces pays, et je crois bien même que tout le monde le sait, que si le président Kabila aujourd'hui n'est pas aimé de l'homme blanc, c'est tout simplement parce qu'il s'est battu pendant 18 ans pour la souveraineté nationale. Il y a des exemples probants. Le code minier, dans la configuration actuelle, il est conçu dans l'intérêt de la population. Alors que le code minier, dans l'ancienne version, profitait plus
aux Occidentaux. Et c'est parce qu'on a révisé les codes miniers que nous avons commencé à avoir des inimitiés avec la communauté internationale. Alors, je permets, et puis Louis Kalenge va naturellement compléter, qu'on regarde un peu l'état des lieux de ce qu'on appelle la jeunesse aujourd'hui. Parce qu'il a dit tout à l'heure que nous allons commencer à préparer cette jeunesse à être responsable, pas comme en 1960 où il n'y avait pas des cadres formés. Les commissaires généraux à l'époque étaient impréparés pour arriver à devenir des responsables. Ils ont hérité d'un pays et il y a eu beaucoup de maladresse. Aujourd'hui, la jeunesse essaie de prendre toute sa place. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'en est-il exactement? Voici la réflexion de Télé50. Effectivement, nous allons continuer à analyser cette situation, le temps qu'on puisse nous caler cet état des lieux. Mais avant que ça nous arrive, j'aimerais poser cette question que Willy a essayé de fleurer tout à l'heure. Vous dites, dans 18 ans, durant l'exercice du pouvoir par Joseph Kabila, il a fait un certain nombre de choses pour ce pays, sur le plan politique, économique, social, etc. Pourquoi ce n'est pas connu de tous les Congolais? Pourquoi il y a toujours ces doutes où, comme vous dites, la minorité a réussi à faire croire, à mettre dans la tête des Congolais qu'il n'a pas fait grand-chose, Joseph Kabila? Bon, c'est vrai aussi qu'il faut nuancer. On ne l'a pas mis dans la tête de tous les Congolais. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a eu l'impression que c'était la voix de la minorité qui devait passer. C'est comme ça que je dis, modestement. Nous reconnaissons aussi de n'avoir pas suffisamment communiqué sur les réalisations du président Joseph Kabila. Je vais vous dire une chose. Si le président Tshisekedi avait pris le pouvoir en 2001, il n'allait pas tout de suite évoquer la gratuité de l'enseignement. Si on a évoqué la gratuité de l'enseignement, c'est parce qu'il s'est rendu compte que nous avons des conditions qui permettent cette gratuité. Alors, ces conditions ont été déclenchées par le président Joseph Kabila. À l'époque du président Joseph Kabila. Ça avait déjà commencé. Ça avait déjà commencé. On a construit des écoles. Les projets mis l'école de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Alors, comment on peut parler de la gratuité à partir du moment où il n'y a pas des infrastructures? Parce que le président Tshisekedi n'a pas construit des infrastructures pour ce qui concerne les écoles. Il a trouvé les infrastructures et ce qui a permis, qui a facilité même les décaissements pour couvrir cette gratuité. Donc la gratuité, c'est un processus. Même ce que le président Tshisekedi a dit ou encourage aujourd'hui en termes de gratuité, c'est que le président Joseph Kabila a commencé, va être poursuivi par celui qui viendra en 2023. C'est un processus. Ce n'est pas... Celui qui viendra en 2023, dites-vous. Oui, en 2023, il y aura un autre président. Pourquoi vous ressentez les besoins de défendre le bilan de Joseph Kabila? Parce qu'un bilan d'un chef d'État, ça se vit. Ça se vit parce qu'il y a eu remise et reprise avec continuité de l'État, des affaires de l'État. Donc, c'est celui qui est en place aujourd'hui qui assume la gestion. Pourquoi vous ressentez le besoin de remonter et de nous rappeler, nous et l'opinion publique, ce que Joseph Kabila a fait? Qu'est-ce que vous cachez comme intention? Non, il y a une responsabilité. Vous êtes nostalgique, vous voulez qu'il revienne? Il y a une responsabilité et un devoir de vouloir rétablir les faits. Parce qu'on dit, un peuple qui ne sait pas d'où il vient, il est voué à disparaître. Donc vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on commence à falsifier l'histoire? Bon, nous avons la crainte que le président Joseph Kabila a sacrifié sa jeunesse pour ce pays, en donnant des fondamentaux à ce pays. Et aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à inquiéter. C'est comme ça que nous avons pris la résolution de rappeler qu'il y a un modèle en matière de leadership, en matière de gouvernance. S'il vous plaît. Vous allez continuer. Si un Moboutiste revient et dit, écoutez, Mobutu a fait des choses dans ce pays, je dois le rappeler. Vous allez réagir comment? Non, je vais lui poser la question. Que lorsque Mobutu partait, il laisse le pays dans quelle situation? C'est la question que je vais poser à la personne. Moi, je réponds. Si on me posait la question, le président Joseph Kabila est parti, il a laissé le pays dans quelle situation? Pour répondre à la question du social, je dois être pragmatique. Je me souviens, en 2001, dans cette ville, j'ai vu sur le boulevard du 30 juin, des syndicalistes se promener avec les cercueils des mandataires, réclamant 160 mois d'impayement.
ONATRA, au CPT, 89 mois d'impayement, 200 mois d'impayement. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, dans les entreprises publiques, lorsqu'ils ont 1 mois, 2 mois d'impayement, ça devient déjà un problème. Les syndicats sont dehors. C'est un apport du président Joseph Kabila. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? La plupart des jeunes de ma génération qui ont fini dans ma génération, ce sont les directeurs dans les banques commerciales aujourd'hui. Lorsque le président Joseph Kabila prenait les pouvoirs, nous avions à peine 1 ou 2 banques commerciales. Parce qu'il a pris les choix courageux de libéraliser les secteurs, d'assainir les secteurs en créant l'ANAPI. Aujourd'hui, nous avons 18 banques. Et dans ces banques, les cadres, les responsables, les directeurs sont des jeunes de ma génération. Ce sont des Congolais. Nous avons aujourd'hui, vous prenez un secteur minier. Le président Joseph Kabila, ayant réalisé, sinon ayant constaté les difficultés de l'AMIBA, il a, dans une certaine mesure, aidé, sinon diversifier les choses dans les domaines miniers. Aujourd'hui, nous avons plusieurs mining au Katanga. Et ces mining ont engagé nos compatriotes. Ces mining paient les impôts. En même temps, la critique voudrait dire ceci, que dans les secteurs miniers, il y a eu dilapidation de fonds miniers, de patrimoine, parce qu'on a vendu des mines à vil prix et que ces mines ont été vendues à des amis qui les ont revendues sur le plan international à des prix exorbitants. Il y a énormément de rapports aujourd'hui. Nous ne sommes pas un modèle dans le domaine de la préservation du patrimoine minier. Ça, c'est du code de son temps. Monsieur Kalinga, j'ai dit... Et l'AMIBA, ne dites rien, parce que si on vous entend en bougement parlant de l'AMIBA, on risque de vous lapider. J'ai l'impression qu'il voulait parler de la GKM. Ah, pas de l'AMIBA, parce que l'AMIBA, il n'y a rien. Vous permettez, M. Kassamba, vous me permettez que je rebondisse un peu sur cette histoire de la GKM, du secteur minier. Vous savez, je vous ai dit, d'entrée de jeu, que j'avais beaucoup d'estime et de considération pour vous, qui êtes des modèles dans votre domaine. Parce que vous faites partie d'une génération charnière entre la génération de 1960 et notre génération. Vous avez vu au moins 2 ou 3 générations comme ça. Et vous êtes un modèle dans votre domaine. Et je pense que lorsque vous me faites l'honneur de parler sur les réactions du président Joseph Kabila, c'est pour parler sur les faits. Je vous ai dit que les inimitiés que le président Joseph Kabila a aujourd'hui avec la communauté internationale, c'est tout simplement parce qu'on a changé les codes miniers pour donner l'avantage à nos compatriotes. Il y a la loi sur la sous-traitance, aujourd'hui, qui n'est pas en faveur de la communauté internationale. Les rapports dont vous évoquez, ce sont des rapports qui sont conçus par cette communauté internationale, qui s'est vue aujourd'hui arracher les beefsteaks pour donner à nos compatriotes. C'est ça la difficulté. Alors, je ne préfère pas qu'on puisse parler, sinon faire le syndicalisme de la communauté internationale aujourd'hui. Attendons voir les résultats du code minier révisé et de l'actuelle loi sur l'entrepreneuriat et la sous-traitance. Alors, question quand même, parce que quand l'état des lieux sur la jeunesse sera beaucoup plus pratique, on va regarder, mais j'aimerais qu'on puisse revenir un tout petit peu sur ce que Oli Kalinga a appelé l'héritage Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que le président Kabila, en laissant ces pays, la jeunesse congolaise se reconnaît en lui? Vous, aujourd'hui, jeunes, hein, vous êtes de la génération de 2001, vous avez terminé vos études pendant que Kabila était président. Aujourd'hui, vous êtes responsable de cette jeunesse du PPRD ou de la FCC. Est-ce que vous vous reconnaissez en Joseph Kabila? Effectivement, Joseph Kabila, c'est un modèle, je l'ai dit. C'est un modèle pour l'Afrique. Et Joseph Kabila a donné la leçon à tout le monde, même à la communauté internationale, qui a estimé qu'il fallait dribbler la RDC. Mais c'est plutôt le président Kabila qui a dribblé la communauté internationale. Le président Joseph Kabila, pour la première fois, il organise des élections en 2006, il organise des élections en 2011, il les organise encore en 2018, sur fonds propres, avec tous les services à sa disposition. On organise des élections, il administre une bonne leçon de démocratie à tout le monde. C'est quelqu'un qui vient d'un parti politique qui a fait 37 ans dans l'opposition, qui gagne les élections. Ça ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous, ce qui se passe au Mali? Non, nous pensons que tout cela doit se référer au président Joseph Kabila. Et nous pensons que parce qu'il a commencé, le président Tshisekedi doit aller dans cette direction-là. Sur quoi? La direction de respecter la Constitution, comme l'a fait le président Joseph Kabila, de respecter les engagements. Prendre Kabila, le président Joseph Kabila comme un modèle. Tout ce qu'il a pris comme engagement, il les a respectés. Sun City, j'ai évoqué, il a respecté. Le président Joseph Kabila, nous avons été agressés. Il y a des défis sécuritaires que le président Joseph Kabila a résolus dans ces pays. Au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi doit se référer aussi à ce que le président Tshisekedi faisait. Pendant la campagne, le président Tshisekedi a dit qu'il mettra son Kigé à Béni. Ben, il l'a fait. Non, le Kigé n'est pas Béni. Parce que il a déployé suffisamment déjà avant les élections, pour les compatriotes de Béni, oui, pour les compatriotes de l'Est, avant les élections, égal après les élections. Nous voulons voir le président de la République là-bas.
que l'UDPS permette, sinon les cache, permette au président de la République de rebondir, de donner la chance à l'opinion nationale et internationale que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est aussi respectueux des engagements. Parce que... Mais quel engagement? Non, il a trahi quel engagement? Non, parce que non, vous insinuez tout à l'heure, attendez que je termine ma question, mais vous insinuez que le président Kabila a respecté ses engagements, les paroles données, etc. et que le président Tshisekedi semble ne pas les respecter. Il faut illustrer ça par Non, qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui dans l'opinion? Oui. Le président Tshisekedi, à l'époque, lorsqu'on était à la recherche des consensus, lorsqu'on était à la recherche des solutions pour des élections apaisées et crédibles, oui. Nous avons discuté avec toutes les couches sociopolitiques de ces pays, notamment l'UDPS. Il y a un accord qui avait été signé à Ibiza, je crois bien à Ibiza, oui. Oui, entre, Ibiza, oui. Oui, entre la majorité présidentielle à l'époque et l'UDPS. On a signé les documents et après l'UDPS est rebuffé. L'actuel chef de l'État, il avait fait une déclaration pour dire qu'il ne reconnaissait pas tout ce qui était fait. Ça, c'est un. C'est ce qui s'est dit dans l'opinion et c'est ça la réalité. Le président Tshisekedi a signé un accord avec M. Moïse Katumbi qui n'a jamais été respecté. Ça s'est dit aussi. C'était sur quoi ça, l'accord avec Katumbi? Bon, je ne sais pas comment ils allaient... Par rapport à l'UDPS, par rapport à un travail? Par rapport à l'UDPS, par Oui. rapport à la manière dont il devait conquérir les pouvoirs. Oui. Il n'a pas été respecté, ça s'est dit dans l'opinion. Le président Tshisekedi, à l'époque, avant qu'il ne soit président de la République, il a signé un accord avec M. Vital Kamerhe. D'abord, avant Vital Kamerhe, ils ont signé Genval. Oui, à Genval, oui. À oui. Genval, et il y a des déclarations, il y a des lettres qui sont sorties. Alors, après, nous avons tous suivi par Top Congo que le président Tshisekedi, il disait qu'il s'est désengagé pour faire plaisir aux militants de l'UDPS. Après cela, le président Tshisekedi a signé, à l'époque, avant qu'il ne soit président de la République, il a signé avec Vital Kamerhe à Nairobi. Mais avant Nairobi, il y a eu Genève quand même. Oui, j'ai parlé de Genève. Oui, il y a eu plusieurs accords comme ça avec Vital Kamerhe. Mais si ces accords... Mais Vital Kamerhe, aujourd'hui, il est en prison. Alors... Mais oui, mais ça, c'est l'état des droits. Je ne vois pas les rapports. Hein. Bon, vous savez, je pense que l'état des droits ne doit pas être approximatif. L'état des droits doit s'appliquer à tout le monde. Avant l'arrestation de M. Vital Kamerhe pour justifier l'état des droits, nous avions suivi l'inspection générale des finances évoquer la question des 15 millions. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait de ces rapports-là. Il y a, en dehors de cela, M. Vital Kamerhe, il a été arrêté avec d'autres personnes au nom de l'état des droits. Vous avez appris hier qu'on a quitté l'ancien DG de l'Office des routes. Oui. On l'a quitté hier, mais entre-temps, on l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Mais on a fait la publicité autour de l'état des droits. L'état des droits, on ne peut pas en faire une publicité. L'état des droits ne peut pas s'appliquer pour certains, pour justifier une posture politique ou une posture... Monsieur Serge Kadima, c'est vrai que vous êtes un membre du PPRD. Et là, je sens que c'est les militants qui parlent et non forcément les responsables. Le plus grand accord qui existe aujourd'hui, c'est l'accord de coalition. J'ai l'impression que vous oubliez que c'est l'FCC qui a la majorité et que la gestion au quotidien de ce pays et que l'aboutissement, même quand on parle de la tête des droits, ça relève d'abord et avant tout du FCC qui a la majorité. Comment vous intégrez finalement cette coalition dans votre analyse? Comment vous l'intégrez? Parce que j'ai l'impression que vous avez l'impression que le président Tshisekedi, il est à la manette et il dirige tout dans ce pays. Et pourtant, nous savons qu'il existe une Assemblée nationale à la majorité FCC, le gouvernement à la majorité FCC, le Sénat à la majorité FCC. Alors, quand vous faites une Même critique, les gouverneurs de province. Hein? Bien sûr, toutes les provinces. Quand vous faites votre analyse, c'est comme si vous avez un déni de cette réalité. Non, monsieur Kalengai, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer qu'avant que je m'élève de cette chaise, je vais mettre ma main sur le cœur pour vous dire que sans la coalition, ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas une autre formule. Je crois dans la coalition. Je crois dans ces schémas parce que la coalition n'est pas la volonté du président Tshisekedi, ce n'est pas la volonté du président Kabila, c'est la volonté du peuple congolais. Parce que c'est le peuple congolais qui a donné sa faveur au suffrage universel au président Tshisekedi et c'est la population ou les électeurs, les Congolais, qui ont voulu, au regard du leadership du président Joseph Kabila, de sa vision, lui donner la majorité parlementaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les deux leaders ont matérialisé cela. Alors pour vous dire, je suis en train de dire, le dossier Vital Kamerhe, les dossiers DG de l'Office des routes, lorsque le président Kabila fait la remise-reprise avec le président Tshisekedi, il n'y avait pas encore de gouvernement mis en place. Il y a eu des procédures qui ont été mises en place de manière urgente.
notamment les dossiers 100 jours. Un dossier qui avait été conçu sans une planification. Parce que sans des planifications, on ne peut pas atteindre les résultats. Comment vous pouvez dire qu'il est sans planification? Oui, vous pensez vraiment que dans un cabinet présidentiel, avec toutes les responsabilités, on peut décider de faire des choses sans planification? Monsieur Kalinga, vous me posez des questions. Mais je suis quand même un peu étonné. De vous recadrer un tout petit peu. Oui, comment vous avez des éléments à vous donner. Hein? Oui. Je peux vous expliquer. Oui. Je suis en train de vous expliquer. Donc on se réveille le matin comme ça, on dit 100 jours. Ça n'a pas été décidé, ça n'a pas été conçu, il n'y a pas eu une réflexion, il n'y a pas eu une planification. Je vais vous dire comment on a fait alors les choses si on ne les a pas planifiées. Monsieur Willy Kalingaï, lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, au mois de janvier 2019, la loi des finances 2019 était déjà promulguée. Et dans la loi des finances, c'est que les gens appellent les budgets, il y avait déjà les prévisions en termes des recettes et en termes de dépenses. Tout était déjà affecté. Donc, lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, entre la période où il prête serment et à l'installation effective du gouvernement, l'actuel gouvernement, le gouvernement de la coalition, on a évolué en dehors du circuit normal. Ce que j'appelle, il n'y a pas eu de planification. Il n'y a pas eu adéquation. En quoi c'est condamnable? Parce que c'était l'urgence. Bon. Il fallait bien travailler pendant cette période en attendant qu'un gouvernement soit mis en La preuve place. est que les conséquences négatives sont en train d'être ressenties aujourd'hui par nous tous. Nous avons suivi le procès M. Vital Kamerhe. On nous a parlé des millions. Aucun projet qui relève de 100 jours a été réalisé. Aujourd'hui, on ne peut pas me citer. Ça ne sert à rien. Comment ça, il y a quelques routes quand même de réaliser. À quel niveau? Par rapport aux 400 millions de dollars qu'on a entendus. Au Sud Kivu, un peu ici à Kinshasa. Bon, quelques les routes écoles. de Sud Kivu, où on a vu le mandataire être arrêté dans le procès 100 jours. On nous a dit comment il y avait des instructions de la présidence de la République. Et le directeur de cabinet, pendant le procès, il a expliqué comment ça s'est passé. Il n'y a aucune route réalisée. Si c'était réalisé, on n'allait pas les arrêter. Et lorsque ce procès a commencé, il y a eu beaucoup de publicité autour de cela. Dans ces pays, on a dit que c'est le saut de mouton presque terminé là, Kinshasa. Lorsqu'on annonce le saut des moutons, on lance les travaux de saut de moutons, on nous a fait croire que ça allait prendre 3 mois. Et c'était au mois de mars 2019. Et nous sommes aujourd'hui au mois d'août 2020. C'est-à-dire une année et demie après, les sauts des moutons ne sont toujours pas réalisés. Oui, mais il y en a 2 qui sont finis déjà. Je n'ai pas vu un seul saut des moutons qui... moi j'habite, pour la petite histoire, moi j'habite Mboudi. Je passe par pompage. Le saut des moutons de pompage n'est pas encore fini. La preuve est qu'il n'a jamais été inauguré. Par 2 fois, la direction du cabinet du chef de l'État nous a annoncé que le président Tshisekedi allait inaugurer cela. Jusqu'aujourd'hui, j'ai même ma main coupée, on ne me montrera pas une image. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Parce que... Ce qui me dérange... Attendez d'abord qu'on vous lise ces questions qui nous parviennent, parce qu'on est en direct naturellement. Je vous ai promis, surtout permis de poser vos questions ou des remarques. Il y a Jérôme Kabumba, qui est professeur à l'université chez Cantadiop, à Dakar, qui dit: peut-on avoir une idée sur la part de la jeunesse congolaise durant le mandat de Joseph Kabila? Narcisse Ngoma, qui est chercheur au Gabon, à Libreville, lui c'est plutôt une contribution à l'émission. Il dit: il faut reconnaître que la RDC est vaste plus que 80% des États d'Afrique. Donc je pense qu'il faut féliciter l'ancien président Kabila. Il a relancé les pays après Mobutu. Les Congo a une armée maintenant, une compagnie des transports aériens et routiers. Les Congo a organisé 3 fois les élections. Alors, plus la question de Jérôme Kabumba. Quelle a été la part de la jeunesse durant tout ce temps que Joseph Kabila est resté au pouvoir? La jeunesse congolaise constitue la couche la plus active de la société, avec plus de 65% de la population. Dans tout ce qui a été fait, c'est avec la jeunesse. Je vous ai dit que le président Joseph Kabila, quand il arrive, on avait une seule entreprise, 1 ou 2 entreprises de télécommunications, vous êtes mieux placé pour le dire, mais aujourd'hui nous en avons 7. Alors, toutes ces entreprises qui ont investi en République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'on a amené les capitaux, on a investi, on a engagé la jeunesse qui travaille, ce qui fait que nous pouvons facilement communiquer. Les banques, les ingénieurs, dans les télécoms, tout ça? Oui, c'est la jeunesse. Oui. Aujourd'hui, on dit qu'il faut investir dans la jeunesse pour que la jeunesse gère, pour les cas concrets, l'héritage de la coalition. Pour investir dans la jeunesse, il faut envoyer la jeunesse à l'école. Si les parents n'ont pas du travail, n'ont pas de revenus, on ne sait pas envoyer les enfants à l'école. Le président Joseph Kabila a permis dans une certaine mesure, pour ne pas dire dans une large mesure, que les entreprises publiques, avec la réforme de 2008-2009, puissent connaître une stabilité qui a permis aux employés d'envoyer les enfants à l'école et à l'université. Le président Joseph Kabila, grâce au concours de la jeunesse, parce que si la jeunesse n'avait pas participé de manière active et soutenue
au processus électoral, on n'allait pas aujourd'hui consolider notre démocratie, on n'allait pas avoir les élections. Le président Joseph Kabila, aujourd'hui, il a mis en place une armée républicaine. Et dans cette armée, ce sont des jeunes qui combattent, qui défendent la nation jour et nuit, qui dorment dehors. C'est une contribution de la jeunesse. Et cette jeunesse est dans tous les domaines de la société et dans tous les secteurs de la vie nationale. Monsieur Serge Kadima, nonobstant votre loyauté à l'égard de Joseph Kabila, que vous avez d'ailleurs même vous-même consacré modèle pour vous, et c'est de votre droit et c'est une bonne chose, nonobstant donc cette fidélité, cette loyauté, en quoi le succès de Félix Tshisekedi générait Kabila? Le succès du président... En quoi générait Joseph Kabila? Les succès du président Joseph Kabila, ça sera les succès de la coalition. Et quand on dit coalition, on voit le président Joseph Kabila, le président Félix Tshisekedi. Mais la crainte qui est la nôtre, lorsqu'on regarde les agrégats macroéconomiques, il y a un problème. Donc quelque chose vous gêne dans la gouvernance. Vous allez continuer. Oui. Laissez-moi préciser ma question. Donc, si je comprends bien, la jeunesse que vous représentez sur ce plateau serait gênée par un certain nombre d'effets dans la gouvernance Tshisekedi. Exactement. Quels sont ces faits qui vous gênent? Je vais vous dire une chose. Lorsque on vote un budget, c'est en fonction du potentiel fiscal, du potentiel budgétaire. Le président Tshisekedi a émis le vœu de voir doubler notre budget national. 10 milliards. 10 milliards de dollars. C'est ambitieux, il faut quand même le reconnaître. C'est ambitieux. Oui. Les députés se sont battus. Évidemment, c'est venu de ministères sectoriels. Le ministère du budget a consolidé. On a envoyé ça au niveau du Parlement. Le Parlement a voté. Le président de la République a promulgué le budget de 10 milliards de dollars. Mais il s'est fait malheureusement qu'on a surestimé. Sinon, c'était un rêve utopique. Le budget de 10 milliards ne pouvait pas être réalisé. Comment vous parlez d'utopique alors que l'IGF vous parle de 5 milliards qui vont dans les exonérations? Je vais parler de l'IGF. On va parler de l'IGF. Comment vous parlez? Oui, on va parler de l'IGF. J'avais prévu aussi une réponse pour comment pouvez-vous parler d'utopie? Oui, c'est utopique dans la mesure où on met en place un budget de 10 milliards de dollars. Heureusement pour nous, le ministre du budget, il est du cash. Alors, le ministre des Finances, il a compris avec nos partenaires, ce n'est pas nous qui sommes allés vers la communauté les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les partenaires disent que votre budget est irréaliste. Comme le président de la République a souhaité que nous soyons dans un programme formel, il faut nous transmettre un plan de trésorerie qui tient compte de votre capacité de mobilisation. Le ministre des Finances, Joseph Nsele, a rédigé un plan de trésorerie d'une année qui tient compte des réalités, qui plafonne les dépenses et les recettes à 5 milliards de dollars. La moitié de ce qui était prévu. La moitié de ce qui était prévu au budget. Malgré cela, nous avons connu la crise de la Covid-19. Cette crise, j'ai fait une tribune à l'époque, au mois d'avril, j'ai fait une tribune de l'incidence de la Covid sur l'économie. L'ancien Premier ministre, le sénateur Matata, a fait une tribune là-dessus. L'ancien vice-premier ministre, ministre du budget, Mukoko Samba, a fait aussi une tribune. La Covid nous a imposé de faire un collectif budgétaire. Mais comme... Qui n'a jamais été présenté. Qui n'a jamais été présenté. Par le Premier ministre qui vient du FCC. Non, écoute, on a demandé au ministre du budget de le faire. On a traîné les pieds, mais malheureusement, là, nous sommes déjà au mois d'août. Au mois d'août, nous sommes en train de préparer déjà la loi des finances, sinon les projets du budget 2020. Donc, c'est-à-dire... Mais vous savez que quand on vit sur base d'un budget non exécuté, c'est une faute. Mais oui, mais le problème, vous ne pouvez pas... L'autorité budgétaire, ce n'est pas le gouvernement. Non, écoute... C'est l'Assemblée nationale. Écoute... Ça coûte quoi d'aller avec un collectif budgétaire? Je suis en train de parler d'un leadership. Vous savez, je suis en train de parler de la gouvernance du pays. Je ne suis pas en train de parler de... Mais le Premier ministre, aujourd'hui, est le chef du gouvernement. Monsieur Kalengaï, vous êtes d'accord avec moi? Vous m'avez posé une question sur nos inquiétudes par rapport aux agrégats. Je suis en train de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde a émis le vœu de voir la réduction du train de vie des institutions. Aujourd'hui, tout le monde dit que nous avons un gouvernement éléphantesque de 65 membres et nous devons réduire de 65 à 40 pour certains, 50 pour les autres. Mais qu'est-ce que vous dites de tous les personnels de la présidence de la République qui ont rang de ministres? C'est-à-dire il y a des conseillers, des chargés de mission, il y a des assistants du chef de l'État qui ont des cabinets et qui ont les mêmes trains de vie que les membres du gouvernement. Et je vous informe que les dépenses des rémunérations, quand vous examinez notre budget aujourd'hui, les dépenses des rémunérations ont accru de 46%. Alors que les dépenses d'investissement
a baissé, a diminué de 86%. À qui la faute? C'est très dangereux. À qui la faute? Oui, mais dépenses là. Vous êtes quand même majoritaire au gouvernement. Non, mais nous sommes dans la coalition. Ce sont des choses que nous en parlons. Et Oui, d'accord, mais pourquoi vous jetez la pierre au président alors que vous êtes... Non, vous avez parlé du Parlement. Oui. Et nous sommes en démocratie. En démocratie, il y a des prérogatives du président de la République, du Parlement. Le Parlement, la session du mois de septembre, c'est la session qui est essentiellement budgétaire. Nous attendons les gouvernements au tournant. Ils viendront. Avant de voter le budget, le projet de budget 2020, nous allons faire ce qu'on appelle la reddition des comptes. Nous allons comprendre, ils vont nous expliquer, rubrique par rubrique. En quoi la gouvernance vous fait. gêne, vous, au niveau du cabinet du président? Non, pas au niveau du cabinet du président, au niveau du pays. Vous savez, il y a des défis sécuritaires qu'il faut relever. Il y a des défis économiques, il y a des défis politiques. Il y a beaucoup de défis de gouvernance, ce que je voulais dire. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que nos partenaires du cash veulent amener le président de la République, qui a une large responsabilité. Au lieu de gérer le pays, ils veulent l'amener à la gestion du cash, à la gestion de l'UDPS. C'est-à-dire qu'on fasse la part des choses. En langage plus clair. Comment font-ils ça? Non, moi je pense plutôt que lorsque le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, on attend de lui un message fort le 30 juin. Au lieu de parler de la nation, du pays, le président de la République se permet de répondre aux préoccupations de membres de sa famille politique qui ont marché, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu de tel acteur de la CENI, alors que la question en rapport avec la désignation de l'animateur de la CENI est régie par une loi et ça s'est fait par la société civile. Donc ça n'a rien à voir avec les politiques. Alors je pense que ce sont des choses qu'il faut un peu voir. Revenons un tout petit peu à l'actualité parce que Uli Kanengai va me compléter. On vous a vu marcher, vous, FCC, oui. Vous dites pour soutenir les institutions. Mais on ne vous a pas vu avec l'institution la première, le président de la République, en effigie, avec les calicots, monsieur le président, nous vous soutenons, etc. On a vu plus mis en exergue votre autorité morale, votre Premier ministre, vous avez dénoncé... les dérives au niveau des affaires, etc. C'est un peu hypocrite, non? Je parlais des institutions. Je n'ai pas dit que l'autorité morale du Front commun pour le Congo, le président national du PPRD, est une institution. Nous avons soutenu les institutions et c'est pour la première fois dans ces pays qu'on organise une marche pour. Je suis passé sur France 24, je suis passé sur TV5 après la marche pour dire que nous soutenons les institutions de la République en commençant par l'institution président de la République. C'est comme ça Soutenir ne veut pas dire fermer l'œil. Oui, c'est comme ça que quand le président organise un certain nombre de cérémonies, les têtes d'affiche de FCC ne sont pas présentes. Le Premier ministre ne vient plus, le président de l'Assemblée nationale ne vient pas, le président du Sénat ne vient pas. C'est ça, soutenir l'institution président de la République. Soutenir les institutions, c'est aussi respecter. On peut le serment devant le président de la République, le Premier ministre n'est pas là. Certaines cérémonies, certains pensent qu'ils ne doivent pas être là. Mais quand il y a une cérémonie privée, même si pour moi elle est une bonne chose de l'ex-première dame, tout le Sénat est là. Le Premier ministre est là. Non, comment pouvez-vous penser équilibrer ça? Oui, ne me demandez pas, moi, qui suis président de la Ligue des jeunes du PPRD ou coordonnateur de la jeunesse du Front commun pour le Congo, d'aller assister aux réunions à l'UDPS ou bien au CACH. Donc, c'est pour dire que, apparemment... Vous pensez que la prestation de serment des hauts magistrats, c'est une réunion de CACH? Non, je pense plutôt que c'est une préoccupation qui est fondée. L'absence du Premier ministre à la prestation des serments de hauts magistrats. La question, c'est de savoir, le Premier ministre était invité ou pas? Je pense que son protocole peut répondre à cette question-là. Est-ce que le président de la République avait donné une mission entre-temps? Monsieur Kadima, ne tournez pas autour du pot. Ayez le courage de remarquer avec moi qu'il y a un malaise entre le président, son Premier ministre et les autres chefs des institutions. Vous êtes la jeunesse. Non. C'est demain vous qui allez diriger ce pays. Si ce malaise existe, si vous l'avez perçu, alors dites-le. Non, je pense... Avant que vous continuez, parce que nous sommes en direct, Benjamin Kulubutu, qui est à Lubumbashi, qui nous suit d'ailleurs en direct, pose cette question: quelle est l'approche de la jeunesse congolaise sur la lutte contre le Kuluna dans notre pays, la RDC, notamment à Lubumbashi? Et puis Marcel Sélé, qui est à l'Unikin, il dit: peut-on avoir une idée sur le nombre de jeunes chômeurs en RDC?
Ok, l'approche, je ne sais pas, je commence par la question de M. Kalinga. Répondez. Répondez au téléspectateur, Kalinga avec nous. Donc, oui, l'approche de la jeunesse pour mettre fin au phénomène Kuluna. Oui. Nous pensons que la jeunesse doit collaborer avec les institutions. Parce que c'est lui qui a le pouvoir constitutionnel de réprimer, c'est l'État congolais. Et la jeunesse doit collaborer pour donner les informations vraies. La jeunesse se bat aujourd'hui pour être responsabilisée. C'est lorsque nous sommes responsabilisés que nous allons aussi responsabiliser les autres jeunes. Le phénomène Kuluna, entre autres, c'est quoi? Oui. C'est parce que pendant plus de 32 ans, on a tué les tissus économiques. On a rendu les chômeurs. Et ce sont des chômeurs qui, aujourd'hui, par une autre manière, qui doit être condamnée, qui réclament. Et nous le faisons, nous collaborons. Nous avons l'obligation constitutionnelle de former nos militants, de former nos cadres, de leur inculquer la culture non seulement du nationalisme, mais la culture du respect de l'autre, la culture du respect des institutions et des structures de l'État. Donc il y a un travail. Ça, au PPRD, ça, vous encadrez les jeunes comme ça? Au PPRD, nous avons nous le faisons régulièrement. Au mois de février, nous avons organisé plusieurs séminaires de formation avec nos jeunes. Et je crois bien, il y a 2 semaines, j'ai annoncé une tournée sur l'ensemble de la République. J'ai le soutien du secrétaire permanent, j'ai le soutien de ma hiérarchie pour le faire sur l'ensemble de la République. Vous avez parlé du cas de Lubumbashi. Le premier vice-président de la Ligue des jeunes a été dépêché à Lubumbashi pour aller encadrer la jeunesse et passer un message pour dire que la jeunesse... une idée de nombre de jeunes chômeurs aujourd'hui en RDC? Bon, je ne veux pas avancer un chiffre que je ne maîtrise pas, mais tout ce que je sais, c'est que je crois bien que j'ai un séminaire en vie avec l'ONEM. Nous avions écrit, nous attendons que la direction de l'Office national de l'emploi... On parle de 80% des jeunes qui sont au chômage. Je ne veux pas spéculer. Je suis économiste, je connais la valeur des chiffres. Alors, le malaise? Bon, je pense plutôt que les rapports entre le président de la République et les premiers ministres sont des rapports institutionnels. Les rapports entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sont des rapports institutionnels. Et le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous allez m'excuser pour la redondance. Mais si le leadership ne se plaint pas. Si vous ne le respectez pas, s'exerce. Si vous ne le respectez pas, non, vous dites on a la majorité, nous avons le Parlement, le Sénat, enfin le Parlement c'est l'Assemblée nationale. Je pense que nous avons la majorité au gouvernement. Comme il faut le respecter les institutions. Le président passe pour candidat négligeable. J'ajoute une question. Il se fait respecter. Non, je pense que c'est une perception étriquée de la chose. Ça fait une année, on est en train d'aller vers la 2e année de l'alternance. Avez-vous, pendant cette période, identifié un succès de la coalition? Est-ce que la coalition, ça signifie FCC cash, oui. Cette coalition a-t-elle gagné quelques victoires? Le souhait des prophètes de malheur, c'était de voir ces pays, après l'organisation des élections, s'embraser. C'était de voir les pillages dans ces pays. Pour que l'impérialiste, pour que le pilleur de ces pays, qu'on appelle communément l'homme blanc, vienne s'installer ici, imposer sa loi. Le plus grand succès de la coalition, c'est que nous avons réussi à déjouer ces jeux-là, ces complots-là. Et c'est mieux, et c'est bon pour nous et pour notre développement. C'est le plus grand succès. Pour le reste, des accrochages, des malaises dans la coalition, ce sont des douleurs d'enfantement. Et c'est comme ça que nous disons que le leadership ne se plaint pas. Au jour d'aujourd'hui, ce que vous appelez manque du respect à l'endroit du président de la République, je pense plutôt que c'est une mauvaise lecture de la Constitution. Parce que tout est régi dans la Constitution. Les prérogatives du président de la République sont régies dans la Constitution. Si le président de la République reste dans les limites de ses prérogatives qui sont comprises dans la Constitution et que les autres institutions gardent aussi la ligne de prérogatives qui sont reprises dans la Constitution, il n'y aura pas de malaise. Et ça, c'est le rôle du président de la République. Mais pendant, vous allez continuer, pendant votre marche, on a même vu quelques déclarations, notamment de votre secrétaire permanent, qui a dit, voilà, on nous mène vers la dictature, c'est totalitaire, vous remettez même en cause l'état des droits qui s'installe, etc. Finalement, vous voulez que quoi? Que le président de la République fasse la volonté du FCC? Non, c'est pas ça. Vous savez, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Lorsque un parti au pouvoir, pour ne pas dire un parti au pouvoir, mais un parti au pouvoir, vous dit qu'on doit arrêter quelqu'un parce qu'il a fait outrage à la première dame.
Oui. Comment on va... Je ne sais pas. Mais elle mérite respect, la première dame. La première dame mérite respect. Oui. J'ai beaucoup d'estime et de considération pour la première dame Oui. et pour toutes les femmes. Mais lorsque il y a un parti politique, tout simplement parce que un premier vice-président de l'Assemblée nationale a été destitué par des mécanismes constitutionnels et démocratiques, et un parti politique promet d'aller dans la rue et envoyer nos compatriotes qui se débrouillent avec des motos pour aller créer des désordres, alors que le président de la République est de cette formation politique-là, le ministre de l'Intérieur... Où est le mal? C'est une expression démocratique, hein? D'envoyer les gens aller violer l'hémicycle, alors qu'il y a ce qu'on appelle l'inviolabilité de l'hémicycle. Alors, lorsqu'on fait passer des choses comme ça, nous pensons qu'il y a une complicité et c'est tout à fait légitime que nous puissions dénoncer. Est-ce que l'IDPS et le PPRD, au niveau des jeunes, est-ce que vous rencontrez? J'ai rencontré 2 fois le président de la Ligue. En une année, alors que vous êtes au pouvoir? J'ai rencontré à 2 fois le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. C'est un problème d'agenda. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois chez le président de l'Assemblée provinciale. Lorsque ça chauffait, nous avions pris l'initiative de travailler ensemble pour harmoniser des vues. Et nous projetons d'autres rencontres comme ça. Ça signifie que si les têtes de vos organisations sont ensemble, mais les corps sont totalement séparés. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'IDPS et le PPRD sont des adversaires et non des alliés. Non, non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est, vous savez, nous, le PPRD, nous avons battu campagne pour cette constitution, pour dire oui à la constitution lors du référendum. Avant de dire oui, c'est parce que nous avons pris connaissance du contenu de la constitution. C'est-à-dire que nous connaissons bien cette constitution. L'UDPS s'était opposé à la constitution, avait rejeté la constitution. Ils n'ont pas eu le temps de comprendre la constitution, de lire cette constitution. Mais ils l'ont défendu, hein? Ce qui fait qu'aujourd'hui... Non, après, 2016, 2017, il fallait d'abord que la constitution passe. Et c'est comme ça qu'en 2016, nous avons vu l'UDPS dans la rue. Est-ce que ce n'est pas réductionniste, ça, quand même? Non, c'est pour dire quoi? C'est un peu réductionniste, ça? Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les petits conflits qu'il y a dans la coalition, nous avons la maîtrise de la Constitution. C'est pas prétentieux, nous disons aux compatriotes, c'est un peu prétentieux, vous devez aussi lire. La fois passée, j'avais promis d'envoyer un lot de Constitution à nos compatriotes de l'UDPS. C'est pour dire qu'ils doivent aussi lire pour que nous puissions avoir le même niveau d'entendement. Ça va faciliter les choses. Et il faut respecter la Constitution. Dites-nous un peu, il faut quand même qu'on puisse savoir, c'est que vous, maintenant, président de la Ligue des jeunes du PPRD, c'est quoi votre méthode de travail? Comment vous comptez rassembler ces jeunes du PPRD? À un moment donné, on pensait qu'il y avait les bérets rouges, il y avait parfois les militants qui viennent, etc. C'est quoi votre méthode à vous? Qu'est-ce qui va différencier la présidence Kadima à toutes les autres présidences qui sont succédées? Lorsque j'ai eu l'appel de ma hiérarchie pour présider cette prestigieuse ligue, j'ai demandé à ma hiérarchie de m'autoriser, de restructurer la Ligue des jeunes. Oui. Et j'ai commencé par installer le comité de la Ligue des jeunes dans les 24 communes de la province vide de Kinshasa. Dans les 24 communes, nous avons restructuré partout. On l'a fait avec le camarade secrétaire permanent qui nous a accompagnés, qui nous a apporté son accompagnement. Et au moment où nous parlons, je crois bien dans une semaine, nous allons installer les comités de la Ligue des jeunes dans 481 quartiers de Kinshasa. Les jeunes croient encore en vous? Les jeunes croient encore dans le parti, dans le PPRD. Et la preuve, nous avons démontré ça lors de notre dernière marche. Nous sommes la seule formation politique qui a marché sur l'ensemble du territoire. Il nous reste seulement 2 provinces pour totaliser l'effectivité des provinces. Bon, nous avons marché partout. Et pour vous payer tout le temps les gens pour venir avec vous. Écoutez, partout au monde, c'est pas gratuit, hein? Monsieur Kassamba, lorsqu'il y a un meeting de l'UMP, à Paris, les gens qui sont dans d'autres provinces, ils prennent soit des métros, soit des bus. Il y a des gens qui mettent des carburants dans les véhicules. Quelqu'un qui est à Mongafula, pour qu'il arrive, pour rejoindre les lieux de la marche, c'est tout à fait légitime que soit que je les prenne dans ma voiture. Si je n'ai pas de place dans ma voiture, je peux faciliter son déplacement. C'est normal et tout le monde le fait. Alors, nous pensons qu'après avoir installé la Ligue des jeunes dans les 481 communes, nous avons déjà l'autorisation de la hiérarchie de notre parti. Les camarades secrétaires permanents nous ont autorisés. Nous allons commencer bientôt une tournée sur l'ensemble de la République pour aller faire... Avec quel message? Quel message? Le seul message que nous avons, c'est que les messages du président Joseph Kabila, c'est la discipline. Moi, j'étais en Chine, j'ai eu l'avantage de comprendre les secrets des Chinois. C'est quoi? La discipline.
l'amour du parti, l'amour de la patrie, la fidélité et la loyauté aux idéaux du pays. Et les messages que je vais apporter partout, vous avez vu, le jeune gens de l'UDPS bloquer la circulation à Lubumbashi, tout simplement parce qu'ils sont en train d'hisser les drapeaux du parti politique. Sur 18 ans, on n'a pas fait ça. Vous avez vu ce qui se passe avec la base Bilanga à Kasumbalesa. Mais il y avait aussi des jeunes de l'IDPS à base Bilanga, enfin, plutôt du PPRD. Hein, non, je pense que l'IDPS n'a pas créé base Bilanga, et qu'on se le dise quand même. Le combat qui est le nôtre, c'est le combat de changer l'approche. Une gestion humaine ne manque jamais des imperfections. Et au jour d'aujourd'hui, mes prédécesseurs ont fait un travail qualitatif. J'arrive, nous sommes en train de nous préparer pour 2023. Je vais aller avec les messages de la restructuration, de la redynamisation, les messages de s'approprier les atouts du président Joseph Kabila dans la discipline. Est-ce que vous croyez en 2023 nous croyons le peuple congolais va encore écouter le PPRD, écouter le FCC, tout ça, la jeunesse notamment? Vous savez, le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais va se prononcer en 2023 en rapport, sinon en fonction des réalisations des uns et des autres. Le peuple congolais est en train de suivre qui est qui et qui fait quoi. Qui se bat pour l'intérêt du pays. Le plus important, c'est que nous puissions avoir les élections en 2023. Le peuple congolais pourra se prononcer en qui il va donner sa faveur ou renouveler sa faveur. Mais évidemment, l'offre économique est faible. Aujourd'hui, je sens que vous avez dit que nous avons connu une croissance jusqu'en 2014 à peu près 9,5%, mais cette année, quand même, le Premier ministre avait confirmé que nous atteindrons 9,5% de croissance. C'est le Premier ministre. Je voudrais vraiment que vous nous dites si le gouvernement fait quelque chose. Évidemment, c'est facile d'attaquer le président, mais le gouvernement, qui est majoritairement FCC, fait quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Pour la première on l'empêche fois, aussi de fonctionner. Malheureusement. On empêche au gouvernement de fonctionner. Malheureusement. Pour la première, qui l'empêche, le gouvernement? Malheureusement, pour la première fois, depuis 2001, date à laquelle nous avons repris avec la croissance dans ces pays, jusqu'à atteindre... Bon, c'est vrai qu'on a connu quand même des crises. Après avoir organisé des élections sur fonds propres, le président Joseph Kabila a laissé les taux de croissance à 4,1% en 2018. Malheureusement, pour la première fois, après 18 ans, nous allons connaître un taux de croissance de moins de 2%. Mais vous ne répondez pas à la question comment on empêche le Premier ministre. C'est pour vous dire que lorsqu'on a un leadership fort à la tête du pays, les restes vont de soi. Le Premier ministre, il a promis une croissance de 9%. Oui. C'est en fonction du budget qui avait été élaboré. Et ce budget de 10 milliards était la volonté, sinon l'instruction du président de la République. Mais on n'a pas tenu compte de notre potentiel fiscal ou notre potentiel budgétaire. C'est comme ça que je dis. D'où notre... les détournements, les vols, les faux dossiers, tout le bagage qui a suivi la dernière gouvernance. Non, le président Kabila, sur 18 ans, il n'a jamais autorisé qui que ce soit de détourner l'argent de l'État. Le président Tshisekedi n'a pas aussi autorisé à qui que ce soit de détourner l'argent de l'État. Que l'IGF se mette au travail, qu'on arrête de faire des slogans. On n'a pas peur de l'IGF. Vous agitez beaucoup quand on va faire des contrôles au ministère des Finances, à la Banque centrale, etc. Non, vous agitez beaucoup. S'il vous plaît, vous savez, l'IGF avait suffisamment communiqué sur le travail qu'ils avaient commencé en 2018, au mois d'avril. Ils sont tombés sur le dossier 15 millions de dollars. Vous savez comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, ils viennent encore d'annoncer. Nous pensons que l'IGF doit être partout. Vous avez suivi le ministre José Nsele qui vous dit j'ai un seul rapport pour les décaissements qui concernent la Covid-19. L'IGF doit aussi se saisir. Je pense que l'IGF doit être partout. Vous visez les ministres d'IDPS ou quoi? On a l'impression que nous visons ils doivent tout être Congolais. Partout. Ça veut dire qu'ils doivent aller aussi chez l'IDPS. Nous visons tout Congolais qui a reçu les mandats d'exercer au nom du peuple congolais. Qu'il soit ministre du cash, qu'il soit du ministre du FCC, que l'IGF fasse son travail. C'est lui qui va se compromettre. Le leadership ne se plaint pas. Oui. Alors le président dit, écoutez, comme j'ai des difficultés pour gouverner, allez, moi je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense que... Vous dites quoi? Je pense que la Constitution ne définit pas le leadership de cette manière-là. Je dis ici que la Constitution a régi la vie de la nation. La Constitution a dit mais parmi les prérogatives du président, il y a celle-là.
Oui, celle-là. Il peut dire, écoutez, C'est comme pas un slogan. on ne s'entend pas, comme personne ne fonctionne, comme nous allons tous devant l'échec, dissolvons l'Assemblée nationale. Monsieur Kalenga, je pense pas que vous avez peur de ça? Non, on a peur que le président de la République puisse violer la Constitution. En dissolvant, c'est son droit, non? On dissout l'Assemblée nationale dans des conditions reprises dans la Constitution, que lorsqu'il y a une crise persistante entre le Parlement et le gouvernement. En tout cas, tout ce que j'ai dit depuis le début de l'émission, je n'ai pas évoqué une seule crise entre le Parlement et le gouvernement. Je vous ai dit, la session du mois de septembre, c'est une session budgétaire. Le Parlement attend le gouvernement avec la reddition des comptes avant de procéder à l'examen et l'évaluation de budget. Dernière question, Serge Kalima, parce qu'on est en direct, cette émission, on sent que vous êtes requinqué pour désormais communiquer. Est-ce que les autres membres de votre parti, le PPRD notamment, mais aussi du FCC, auront le courage de faire cet exercice que vous-même? Parce qu'on avait l'impression que vous vous rasez un peu les murs, hein, personne ne voulait s'exprimer. Non, maintenant, là, je pense que ça devient une évidence. Nous devons communiquer, nous devons parler, nous devons rappeler l'histoire de ces pays et nous devons aujourd'hui accompagner la gouvernance actuelle. Là où ça ne va pas, nous devons rappeler que le leadership actuel doit corriger. Ce qui est positif, qui a été réconforté par rapport à ce que le président Joseph Kabila avait fait, nous allons encourager, nous allons accompagner. Alors, Uri Kalenga, d'abord je vous remercie de cet exercice. Et puis je vous dis déjà que c'est une ouverture de débat entre voilà, la majorité FCC et puis Cash, les ministres Cash sont entendus. Nous avons déjà la ministre Cash de l'économie qui sera ici pour nous dire pourquoi cette économie bat un peu de l'aile, comment elle va pouvoir s'en sortir. Serge Kalima, qui est le président de la Ligue jeune du PPRD, a défendu le bilan Kabila, mais aussi a donné des perspectives sur comment ils vont pouvoir désormais gouverner ensemble avec le Cash. Bientôt, on va revenir ici. Portez-vous bien, à la fois prochaine.